Bonjour et bienvenue dans cette 7e vidéo de la série Mouvement et Interaction consacrée à l'établissement et à l'exploitation de la troisième loi de Kepler. Alors on va déjà présenter, on se place dans le cas d'un système central noté C de masse grand M qui crée un champ de gravitation, comme sur le schéma ci-dessous, qui va donner une force sur le système étudié qu'on appellera S de masse petit m. La force, elle s'écrit alors de cette façon-là, on l'a vu en seconde, avec les notations donc F de C sur S, qui veut dire que c'est la force exercée par le corps central sur le système S, égale à grand G, qui est donc la constante de gravitation universelle, qui va valoir 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2, la masse du corps central fois la masse du système étudié sur la distance entre C et S au carré. Derrière, on a le vecteur unitaire qui va de S vers C, qui va donner donc le sens et la direction de cette force. À partir des mesures effectuées par ses prédécesseurs, tels que Copernic ou Tycho Brahe, les études de Kepler mènent à énoncer trois lois. La première nous dit que les orbites des planètes autour du Soleil sont des ellipses dont le Soleil est un des foyers. Cette loi, elle va être valable aussi pour une planète et les satellites qui tournent autour. Regardons ici sur une vidéo. On voit ici les ellipses avec le Soleil donc au niveau d'un foyer, le centre, le second foyer, là ici le demi-petit axe et ici le demi-grand axe. La deuxième loi de Kepler, elle nous dit que les aires balayées par le vecteur CS pendant des durées égales sont égales. Regardons ça encore une fois sur la vidéo. Donc on peut le voir ici sur les aires tracées pendant une même durée de mouvement de la planète, et ces aires vont avoir exactement la même valeur. Alors on voit sur le tracé que lorsque la planète est plus proche du Soleil, la distance parcourue est plus grande. On voit bien ici que la distance parcourue ici est plus grande que celle-ci. Et si la distance parcourue est plus grande, alors la vitesse aussi est plus grande. Voyons maintenant la troisième loi de Kepler et comment l'établir. Alors cette loi de Kepler, elle va donner un lien entre la période de révolution qu'on va noter grand T, qui est en fait la durée pour faire le tour du Soleil, et le rayon de l'orbite, parce qu'on va se placer ici dans le cadre d'une trajectoire circulaire. Pour ça, on va commencer par écrire la deuxième loi de Newton, qui est donc somme des forces égale le produit de la masse par l'accélération. Donc ici, on l'applique au système, donc la masse, c'est la masse du système petit m. Ici, il n'y a qu'une seule force qui s'applique sur le système, on l'a vu avant, c'est la force de gravitation. Elle s'écrit donc comme ça. On va se placer, donc on l'a dit, pour un mouvement circulaire, donc on va pouvoir écrire dans le repère de Freinet, vous pouvez revoir la vidéo, l'accélération de cette façon-là. Et si on regarde sur le schéma ici, où l'on voit le vecteur tangentiel et le vecteur normal du repère de Freinet, eh bien, on voit que si on y place le centre et le système, eh bien, le vecteur unitaire qui va de S vers C correspond exactement au vecteur normal du repère de Freinet. Donc en prenant compte de tout ça, on peut, en remplaçant dans la deuxième loi de Newton, écrire cette relation. Le repère de Freinet étant un repère orthonormé, on va pouvoir identifier les termes selon chaque vecteur. Donc par exemple, selon le vecteur tangentiel, on voit qu'il n'y a pas de valeur de l'accélération, et donc que de l'autre côté, on a d de v sur dt égale 0, c'est-à-dire que la dérivée de la norme de la vitesse est nulle, ce qui signifie que la valeur de la vitesse sera une constante. De l'autre côté, selon le vecteur n, cette fois-ci, on aura cette relation-là, ce qui permet d'en tirer la vitesse au carré, et en prenant la racine carrée, ce qui nous permet d'avoir la valeur de la vitesse. On a vu que c'était une constante, on le voit ici. Cette valeur ne dépend que de la distance de la planète par rapport au Soleil. À partir de là, l'astuce va consister à utiliser la définition de la vitesse moyenne, qui est le rapport entre la distance parcourue et la durée pour parcourir cette distance. Ici, la distance parcourue correspond au périmètre de l'orbite, c'est-à-dire ici du cercle, soit 2 fois pi fois r. Et la durée de parcours, elle correspond à la période de révolution. On a donc au final V égale 2pi fois r sur t pour la vitesse moyenne. Seulement, comme la vitesse est constante, eh bien, la vitesse à un instant donné et la vitesse moyenne sont égales. Donc on peut écrire que la racine de g fois m sur r est égale à 2pi r sur t. En élevant tout ça au carré,
pour se débarrasser de la racine, on a donc Gm sur R d'un côté et 4pi R carré sur T carré. Si on réorganise en replaçant les R avec tous les R ensemble, on obtient par exemple T au carré sur R au cube égale 4pi au carré sur Gm. C'est la troisième loi de Kepler qui nous dit que le carré de la période est proportionnel au cube du demi-grand axe. Le demi-grand axe, quand on a des trajectoires circulaires, c'est le rayon. C'est proportionnel puisque la valeur qui est de l'autre côté est une constante. Elle ne dépend que de l'astre central, puisque grand M c'est sa masse et grand G c'est la constante de gravitation. On peut aussi l'écrire dans l'autre sens, évidemment, R cube sur T au carré. Que peut-on tirer de cette troisième loi de Kepler? Eh bien, si on mesure la période de révolution et le demi-grand axe de l'orbite pour toutes les planètes qui tournent autour d'un système central, par exemple les planètes autour du Soleil, comme on va le faire ici dans l'exemple, et que l'on trace le graphe représentant donc le demi-grand axe au cube en fonction de la période au carré, donc il va être en abscisse, eh bien, on se rend compte que les points, ici, vont être alignés, ce que montrait effectivement la loi. Une fois qu'on a placé tous nos points, eh bien, on va évidemment, vu que c'est aligné, modéliser par une fonction linéaire. Et cette fonction linéaire va avoir un coefficient directeur, ou une pente si vous préférez. Ce coefficient directeur, d'après la théorie, il vaut Gm sur 4pi au carré. Donc le petit a va être donné par le tracé du graphe. À partir de ça, eh bien, on peut obtenir la masse du système central. Donc, à l'aide de la troisième loi de Kepler, on peut facilement déterminer, en regardant le mouvement des planètes, la masse de l'étoile qui est au centre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.